Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va répondre à des questions importantes, mais qu'on ne se pose pas tous les matins. Comment s'y prendre pour émettre une nouvelle monnaie? Comment lui assurer un taux de change fixe avec une devise étrangère qu'on ne contrôle pas? Et surtout, comment analyser cela dans le modèle de Mundell-Fleming? On va parler de l'histoire des régimes de change, prendre le cas simple et intuitif de la caisse d'émission pour comprendre les mécanismes du taux de change fixe, et on va faire tout ça avec Raphaël. Salut Raphaël. Bonjour à tous, salut Romain. Alors, avant le 19e siècle, la question du taux de change fixe était un peu différente car une bonne partie du commerce international ne se faisait pas avec des devises, mais directement en métaux précieux. Évidemment, les sources de métaux étaient assez inégalement réparties sur le globe, mais le commerce européen avait tendance à distribuer assez naturellement les liquidités entre les pays. Oui, en fait, cet équilibrage peut s'expliquer par un mécanisme simple. On va prendre un exemple. Lorsque l'Espagne et le Portugal ont commencé à voir revenir leurs galions chargés d'or des Amériques au XVIe et XVIIe siècle, ils ont automatiquement subi une pression inflationniste. Les prix espagnols étaient trop élevés, ce qui favorisait l'achat de produits du reste de l'Europe. Et donc la fuite de l'or espagnol. C'est comme cela que le stock d'or s'équilibrait automatiquement en Europe. Et ça, Hume l'a très bien compris dès 1757 dans son essai sur la balance du commerce. Romain, tu nous le lis ? Supposons que tout l'or de la Grande-Bretagne soit quintuplé en une nuit. Tout notre travail et toutes nos marchandises ne devraient-ils pas s'élever jusqu'à un prix si exorbitant qu'aucune nation voisine ne s'offrirait de nous les acheter? Et le prix de leurs marchandises, d'un autre côté, deviendrait comparativement si bas que, malgré toutes les lois que nous pourrions former, elles afflueraient chez nous tandis que notre or s'en irait à l'étranger jusqu'à ce que nous tombions au niveau des nations étrangères. Donc, ce qu'il dit là en fait, c'est que ça ne sert à rien d'accumuler de l'or, puisque de toute façon, cela va faire monter les prix les prix nationaux, et l'or sera échangé avec l'étranger. Exactement. La politique d'accumulation des métaux précieux, ce qu'on appelle la doctrine mercantiliste, est complètement remise en cause par Hume. Alors, ce système d'échange international est robuste, mais quand même, tout payer en or, ce n'est pas très pratique. Et donc les commerçants vont progressivement se mettre d'accord pour échanger du papier qui représente de l'or. Et ça, c'est institutionnalisé par l'étalon or. C'est ça? Effectivement, à partir de 1870, les différentes banques centrales commencent à imprimer du papier-monnaie. Alors évidemment, le papier ne vaut rien en soi, mais il représente un droit à une certaine masse de métaux précieux. À cette époque, et jusque 1939, si vous aviez 10 francs dans votre poche, vous pouviez aller à la Banque de France et exiger qu'on vous donne 3 grammes d'or en échange. C'était le même principe en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Donc le problème du taux de change entre les devises était facile à résoudre, il était forcément fixe et correspondait à leur valeur en or. C'est étonnant. Sur ce billet, on peut carrément lire « Ceci certifie que 20 dollars, 2 pièces d'or, ont été déposés au Trésor des États-Unis. Cette somme est remboursable en pièces d'or sur demande au bureau de l'assistant au Trésor de New York. » Tu nous as dit que le système a tenu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et en 1945, c'est pas les accords de Bretton Woods qui entrent en vigueur? Qu'est-ce que ça change en fait? Pas grand-chose à vrai dire. La principale différence, c'est que les banques centrales européennes, au lieu de promettre la convertibilité de leurs devises en or, garantissent désormais la convertibilité de leurs devises en dollars. Donc si vous alliez à la Banque de France avec 10 francs, vous n'aviez plus 3 grammes d'or, mais plutôt 4 dollars. Et si on voulait de l'or et pas des dollars? Bonne question. Théoriquement, la Banque centrale américaine garantissait la convertibilité du dollar en or. Plus précisément, elle s'engageait à échanger 35 dollars contre 30 grammes d'or. Mais en réalité, comme tout le monde avait confiance dans les réserves d'or américaines, personne ne demandait de conversion. Le dollar était une valeur sûre. Cela donnait aux États-Unis un avantage non seulement économique, mais aussi politique sur le reste du monde. Le dollar inondait les réserves de toutes les banques centrales, car elles avaient besoin d'en détenir en contrepartie de leur propre monnaie, pour en garantir la convertibilité. C'est d'ailleurs cette demande de dollars qui permet à l'État américain de bénéficier d'un taux d'intérêt très bas sur ses obligations émises en dollars. Mais le système ne dure pas éternellement. Qu'est-ce qui provoque la fin des accords de Bretton Woods? Alors, une conjoncture peu favorable au dollar. La crise de 1971 et puis le choc pétrolier en 1973 provoquent une récession aux États-Unis.
Les États-Unis cherchent à dévaluer leur monnaie et les banques centrales, notamment la Bundesbank en Allemagne, commencent à douter de l'hégémonie économique américaine et se mettent à échanger leurs réserves de dollars contre des réserves d'or. À ce moment, le président Nixon déclare l'arrêt de la convertibilité or du dollar. Bretton Woods ne tient plus. Presque du jour au lendemain, en fait. Pas tout à fait. Entre 1971 et 1973, il y a des tentatives de rétablir l'équilibre. Mais le véritable changement de régime de change est très rapide. Alors, depuis 1973, tout le monde connaît. Les grandes devises s'échangent directement sur les marchés financiers et leurs cours fluctuent. Aujourd'hui, par exemple, 1 euro s'échange contre 1,1 dollar. Mais du coup, il y a encore des devises qui sont en régime de change fixe ou bien c'est complètement fini? Bien sûr, il y a encore pas mal de petites économies dont la monnaie est à taux de change fixe, avec le dollar ou l'euro. Je vous ai mis là une carte de tous les pays qui fonctionnent en taux de change fixe. Par exemple, il y a beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA. Ce franc CFA est indexé à taux de change fixe sur l'euro. Et les autres pays, s'ils ne sont ni en régime de change fixe, ni en régime de change flottant, comment font-ils? Pour le yuan chinois, par exemple, ici, il est présenté que c'est flexible tie to the US dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, entre les deux régimes extrêmes que sont le taux de change fixe d'une part et le taux de change flexible de l'autre, il existe des régimes intermédiaires. Pour le yuan, on parle de taux de change administré. La Banque centrale chinoise annonce quotidiennement un objectif de taux de change, un peu comme si elle le fixait. Mais elle laisse les marchés de change exister et s'équilibrer autour de cet objectif. Et si l'objectif n'est pas atteint? Par exemple, si la valeur du yuan en dollars est en dessous de l'objectif fixé, qu'est-ce qu'elle fait? Alors à ce moment-là, la Banque centrale chinoise intervient sur le marché d'échange. Par exemple, si le yuan est sous-évalué, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a provisoirement plus de gens qui veulent des dollars que de gens qui veulent des yuan. Pour rétablir l'équilibre, la Banque centrale chinoise augmente l'offre de dollars en vendant ses propres réserves de dollars. Contre des yuan. Et donc elle récupère des yuan en échange. Mais elle en fait quoi? Bah rien du tout. Les yuan, après tout, c'est sa devise. Elle peut en imprimer quand elle veut. Symétriquement, elle peut aussi les faire disparaître. Ok. Mais qu'est-ce qu'il se passe si la banque centrale n'a plus de réserve de dollars? Ou de réserve d'or? Ou de réserve de quoi que ce soit? Alors là, c'est un vrai problème. Mais avec le yuan, ça risque pas d'arriver demain, car la Chine, grâce à une balance commerciale excédentaire pendant des années, a accumulé beaucoup de réserves de change, notamment des réserves de dollars. Mais, tu as raison, il peut arriver qu'une banque centrale ne soit plus en mesure de défendre sa monnaie. Et alors, elle risque d'être la cible d'une attaque spéculative. Une attaque quoi? Alors une attaque spéculative, c'est lorsque l'économie du pays est en difficulté, il se trouve que certains investisseurs peuvent anticiper que la banque centrale va être obligée bientôt de dévaluer sa monnaie. Alors, ils ont intérêt à abandonner cette monnaie pour se tourner vers des devises étrangères plus solides. Mais qui est l'attaquant dans cette histoire? Ils ont bien le droit d'échanger leurs devises s'ils veulent. Oui, mais en échangeant leurs devises, ils accentuent le manque de réserves. Ce qui fait que de plus en plus de gens anticipent la dévaluation, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la Banque centrale soit effectivement obligée de dévaluer sa monnaie car elle n'a plus de réserve. Donc celui qui attaque, c'est le premier qui anticipe le défaut de la Banque centrale. Prenons un exemple. 1992. Le Royaume-Uni fonctionne avec un régime de change administré et traverse une grosse récession. Le milliardaire hongrois George Soros se dit que la livre sterling est surévaluée. Donc, il emprunte 10 milliards de livres à la Bank of England pour les échanger contre des francs et des marks. Le lendemain, c'est dans tous les journaux. Et évidemment, la Banque d'Angleterre est obligée de dévaluer sa monnaie. Donc George Soros peut rembourser son prêt pour moins de 10 milliards. Il a quand même fait 1 milliard de dollars de bénéfices dans l'opération. Donc il vaut mieux avoir quelques réserves de change si on veut assurer un taux de change fixe ou un taux de change administré. Tout à fait. Si la Banque d'Angleterre avait pu défendre sa monnaie, Soros ne se serait pas risqué à une attaque spéculative. Alors justement, je te rappelle que notre objectif c'est de modéliser une petite économie ouverte qui veut émettre une nouvelle monnaie à taux de change fixe avec le dollar. On n'a qu'à l'appeler le DOLU dans le PIU. Ce que je voudrais bien comprendre, c'est comment faire pour que mon DOLU soit crédible. Mettons que l'on veuille assurer que 1 DOLU s'échange contre 1 dollar. Le plus simple, c'est que ton pays adopte un système de caisse d'émission. En anglais, on dit ça Currency Board.
C'est-à-dire que la Banque centrale s'assure qu'elle a toujours autant de dollars en réserve qu'elle a mis de dolus en circulation dans l'économie. Comme ça, il n'y a aucun risque de défaut de paiement, même si tout le monde vend ses dolus. De ce fait, il n'y a aucun risque d'attaque spéculative. Ok. Mais comment je fais si un Américain arrive dans le pays U et veut acheter un ananas, par exemple? Il peut payer directement en dollars? Non, s'il veut acheter l'ananas, il va devoir échanger à la Banque centrale 1 dollar contre un dolu. Donc certes, il y aura un dolu de plus en circulation dans l'économie, mais la Banque centrale du pays U aura bien 1 dollar de plus en réserve, donc elle reste crédible. Je comprends. Et si un habitant du pays U veut acheter un ananas américain, il échange son dolu contre un dollar, donc cela réduit les réserves de la Banque centrale, mais aussi la masse monétaire du pays U. Et l'équilibre est bien toujours respecté. Exactement. Alors, toute la question à présent, c'est quel est l'impact sur les équations d'équilibre, c'est-à-dire sur les équations du modèle de Mundell-Fleming. Alors, c'est assez simple. On a vu que forcément, si le pays était un exportateur net de biens et de titres, donc si la balance globale est positive, il accumule des réserves de change parce que les étrangers échangent leurs dollars contre des dolus pour pouvoir faire tous ces achats. Donc l'équation d'équilibre extérieur devient balance commerciale plus balance des capitaux égale delta R, les différences de réserves de change. Et pour l'offre de monnaie, ce qu'on a dit, c'était que dès que la banque centrale accumule des réserves, elle peut se permettre de mettre un peu plus de monnaie en circulation. Donc l'équation, c'est la masse monétaire initiale plus delta R, la différence de réserve, divisé par P, le prix, est égal à la demande de monnaie. Et donc en reprenant l'équation IS, on retrouve notre modèle de Mundell-Fleming, qui est tout simplement un système de 3 équations à 3 inconnus. 3 équations, on les a. Les 3 inconnus, ici, comme on est en taux de change fixe, ce sont Y, alternativement la production ou le revenu, R, le rendement des titres, et puis delta R, les variations de réserve de change. Donc, petit rappel rapide. La première équation IS traduit le fait que la demande de biens et services baisse lorsque les exigences de rendement des investissements augmentent, mais augmentent avec les exportations. La deuxième équation, LM, traduit le fait que la demande de monnaie augmente avec l'activité Y, mais baisse avec le rendement des investissements R. Et la troisième équation, c'est juste une équation comptable qui traduit le fonctionnement de la Banque centrale en caisse d'émission. Et d'ailleurs, c'est quoi le facteur K qui apparaît dans la balance des capitaux? Le facteur K est un paramètre fixé qui traduit la mobilité du capital dans ton économie. Ce qu'on voit, c'est que si K est grand, les mouvements internationaux de capitaux vont beaucoup réagir à des petits écarts entre le taux d'intérêt national R et le taux d'intérêt du reste du monde RX. Parce que quoi qu'il arrive, les investisseurs vont vouloir posséder les titres qui rapportent le plus. Si les deux pays partagent la même langue, s'ils ont des accords commerciaux, les capitaux seront plus mobiles. Alors on va voir que ce paramètre K a beaucoup d'influence. Alors du coup, maintenant qu'on a ce modèle, qui est un système de 3 équations avec 3 inconnus, qu'est-ce qu'on fait? On remplace les paramètres par des valeurs réelles? On pourrait, mais cela n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'en réalité, ce genre de modèle n'est pas fait pour décrire la réalité, mais plutôt pour comprendre les mécanismes. Nous, on va plutôt résoudre le système, et pour ça, alors il y a plusieurs méthodes, la substitution, la combinaison, l'inversion matricielle, et c'est l'inversion matricielle que j'ai choisie ici pour résoudre le système. Alors à la fin de la résolution, on obtient une expression des variables auxquelles on s'intéresse, Y, R et delta R, seulement à partir des paramètres exogènes. C'est bien ça. Et cette expression correspond à la valeur de nos variables à l'équilibre. Si on avait des valeurs précises pour les paramètres, on pourrait remplacer et vérifier le modèle sur des données. Mais ce qui est bien plus intéressant, c'est de regarder comment l'équilibre est modifié lorsqu'il y a un choc exogène. Ça permet notamment de comprendre l'impact des politiques de relance budgétaire ou de relance monétaire. Qu'est-ce que c'est déjà la relance? Alors, lorsque l'économie est en sous-régime, c'est-à-dire lorsque la production Y est basse par rapport à son niveau naturel, Keynes et le modèle de Mundell-Fleming l'interprètent comme un problème de demande. Et la demande peut être relancée soit en augmentant la dépense publique, car dans ce cas, la demande publique vient pallier le manque de demande privée, soit en augmentant la masse monétaire, ce qui va booster la demande privée de titres. Et du coup, en taux de change fixe, qu'est-ce que cela change? Alors, pour la politique budgétaire, en fait, ça ne change pas grand-chose. En taux de change flexible,
On a vu que les nouvelles dépenses publiques génèrent de nouvelles dépenses privées. C'est le multiplicateur keynésien. Ces nouvelles dépenses privées ont tendance à augmenter l'exigence de rendement des titres et donc à baisser l'investissement national. C'est l'effet d'éviction, tout en attirant des capitaux étrangers. En taux de change fixe, on voit bien que la relance fonctionne car la dérivée du revenu d'équilibre par rapport à la dépense publique, dy sur dg, est toujours positive. Et d'ailleurs, l'effet d'éviction est diminué par la mobilité des capitaux. Oui, parce que la mobilité des capitaux permet à l'investissement de se maintenir parce qu'il est porté par la demande étrangère. Voilà, du coup l'effet sur les réserves de change est assez ambigu. On voit bien que le signe de D delta R sur DG dépend du niveau de mobilité des capitaux K. Parce que si les capitaux sont très mobiles, les exportations de titres dominent les importations de biens et services, donc l'économie accumule des réserves de change. Voilà. Alors, en taux de change flexible, la monnaie se serait appréciée pour garantir l'équilibre sur le marché des changes. Donc les exportations auraient été réduites, ce qui aurait annulé l'effet de relance. D'accord. Et la relance monétaire alors ? La relance monétaire, pour le coup, en change fixe, c'est plus mitigé. Déjà, est-ce que tu sais ce que ça veut dire une relance monétaire ? Que la Banque centrale imprime de la nouvelle monnaie et la met en circulation. Par exemple en achetant des titres nationaux contre de la nouvelle monnaie, ou même en donnant de l'argent à tout le monde. C'est bien ce qu'on appelle le quantitative easing, non ? Alors, certes, mais je te rappelle que dans notre modèle, on a supposé qu'il y a toujours autant de réserves de change étrangers qu'il y a de monnaie en circulation. Tu as raison. Donc en fait, tu ne peux pas mettre de la monnaie en circulation sans contrepartie. En réalité, c'est un peu plus compliqué. Si la quantité de monnaie que tu mets en circulation est assez faible, tu peux te le permettre. Car personne ne va penser que tu risques de faire défaut tout de suite avec ces quantités faibles. Mais même en faisant cela, l'effet de la relance monétaire est ambigu. L'offre de monnaie supplémentaire va induire les agents nationaux à acheter plus de biens étrangers et de biens nationaux. Mais par ce fait, le rendement des titres nationaux va baisser. Donc les agents vont aussi acheter des titres étrangers. Donc cette monnaie nouvellement imprimée va aussi être échangée en dollars. D'accord. Et lorsque les capitaux sont très mobiles, toute la monnaie que tu auras imprimée se sera retrouvée à l'étranger et les agents nationaux ne demandent pas plus de biens. Il n'y aura pas eu de relance. Voilà. Lorsque tu fais tendre K vers l'infini, tu vois que la dérivée de réserve de monnaie, delta R, par rapport à la monnaie que tu as imprimée, dm, est égale à moins 1. Ça veut dire que pour chaque dolu que tu as imprimé, il y a un dolu qui a été converti en dollars. Bilan, toute la nouvelle monnaie passe dans l'investissement à l'étranger. En fait, c'est un peu comme si la Banque centrale donnait ses réserves de dollars aux habitants du pays U et leur disait « Tenez, investissez dans le reste du monde avec ». C'est exactement ça. Bon, du coup, tu nous fais un petit récap ? Je crois que s'il y a quelque chose à retenir du taux de change fixe, c'est qu'il dépend entièrement de la crédibilité de la Banque centrale. Et cette crédibilité, elle repose notamment sur les réserves de change ou de métaux. La deuxième chose à retenir, c'est que lorsque les capitaux sont mobiles, la Banque centrale doit renoncer à la politique monétaire, puisque la relance monétaire est inefficace. Et ça, c'est un résultat assez célèbre auquel on donne le nom de triangle d'incompatibilité de Mundell. Un État ne peut pas à la fois avoir un taux de change fixe, permettre la mobilité des capitaux, et pouvoir faire des relances monétaires efficaces. On ne peut pas avoir les trois en même temps. Il faut nécessairement choisir 2 sur 3. Merci beaucoup, Raph.